Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mes chers frères, mes chères sœurs, je vous recommande ainsi qu'à moi-même la piété et le fait de craindre Allah. Allah est avec ceux qui le craignent. C'est un grand honneur pour moi d'être ici parmi vous. C'est toujours une bonne nouvelle quand la communauté se préoccupe d'ouvrir des écoles et toujours une bonne nouvelle quand elle se préoccupe de questions d'éducation. Allahu a'lam. Donc, je vous invite à noter vos questions par écrit durant l'exposé, puisque je ne vais pas m'arrêter comme on vous l'a annoncé en plein milieu, parce que s'il y a des points qui vous paraissent obscurs ou pas clairs, que vous puissiez les reprendre ensuite dans vos questions. Mon exposé en fait va avoir trois parties principales par rapport au thème qui m'a été transmis. La première partie en fait s'intéressera à définir quel objectif on peut avoir quand on ouvre une école de référence musulmane, quel est l'objectif prioritaire à l'intérieur de ce projet-là. Ensuite, on s'intéressera à développer des moyens d'action qui permettent d'obtenir ou en tout cas de viser à l'obtention de cet objectif. Et enfin, on verra et on essaiera de définir, Inch'Allah, comment nos écoles lorsqu'elles sont faites conformément à l'éthique et à la spiritualité qui est la nôtre, sont de véritables écoles de la République, bien plus républicaines que les écoles de la République elle-même. Voilà. Donc dans un premier temps, j'aimerais m'interroger avec vous sur quel est l'objectif prioritaire d'ouvrir une école de référence islamique, de référence musulmane. On peut se poser la question, pourquoi ouvrir des écoles, à quoi ça peut servir, puisqu'on vit dans un pays qui dispose d'une éducation nationale, c'est-à-dire d'écoles dans lesquelles les enfants peuvent aller gratuitement de l'âge de 6 à l'âge de 16 ans. Je rappelle au passage, au cas où, qu'en France, l'école n'est pas obligatoire, comme on l'entend trop souvent. C'est l'instruction qui l'est, et l'instruction peut être faite à l'école, mais aussi à la maison ou dans d'autres écoles dites libres ou écoles confessionnelles comme les écoles catholiques, les écoles juives et maintenant les écoles musulmanes. Au-delà de l'aspect confessionnel, parce que souvent on dit qu'il est nécessaire d'ouvrir des écoles de référence musulmanes afin de pouvoir apprendre l'arabe à nos enfants, afin de pouvoir leur transmettre nos valeurs, afin de leur apprendre la prière, etc. etc. Je veux vous dire aujourd'hui, mes frères, mes sœurs, ma conviction profonde, c'est que l'objectif principal dans le fait d'ouvrir des écoles n'est pas celui-là. L'objectif principal, lorsqu'on ouvre une école, mais c'est aussi l'objectif principal de tout projet pédagogique, c'est-à-dire dans vos foyers, dans vos maisons, dans les associations dans lesquelles vous pouvez œuvrer sur des domaines éducatifs, l'aspect principal de tout éducateur, qu'il soit enseignant, parent ou militant, c'est la préservation de la fitra, de la prime nature sur laquelle Allah Azza wa Jal a fondé l'être humain. Et cette préservation, elle est essentielle et elle est l'objectif prioritaire. Chaque école qui s'ouvre doit avoir en tête en fait cet objectif-là parce que c'est la base. Et sans cette base-là, il n'y a pas d'école possible en fait. On peut avoir une coquille, mais elle sera vide en fait, elle sera vidée de sa substance parce qu'on n'y aura pas mis cette base-là. Donc, je m'explique. On n'ouvre pas des écoles pour rendre les enfants musulmans, pour la bonne et simple raison qu'ils sont tous nés musulmans, alhamdulillah, et que donc c'est pas notre travail en fait de rendre les gens parce que la musulman ou autre, puisque la guidée, elle appartient qu'à Allah Azza wa Jal. Notre travail, c'est de maintenir les enfants sur la voie de l'islam. Et vous voyez que c'est complètement différent, parce que du coup notre travail s'apparente plus à un travail de berger en tant qu'éducateur qu'à un travail de chimiste qui visera à transformer une matière en une autre. L'éducation islamique va donc s'appuyer sur cette prime nature qui a été donnée à l'enfant et va tenter au maximum et du mieux qu'il est possible de la préserver. Ça veut dire quoi, préserver cette prime nature? Ça veut dire déjà dans un premier temps donner ses droits à l'enfant. Et toute école qui rognerait sur les droits des enfants aurait porté atteinte à cette prime nature d'une façon ou d'une autre. Donner son droit à l'enfant, parfois, ça se cache dans des petites choses, mais en tout cas, c'est dans nos sources, puisque je vous rappellerai
ce hadith. Le prophète alayhi salam étant avec ses compagnons a bu dans une coupe et la bienséance veut qu'on distribue par la droite la coupe dans laquelle il a bu. Il se trouve qu'à sa droite c'était un enfant qui se trouvait et qu'à sa gauche c'était quelqu'un de plus âgé. Il demande à l'enfant est-ce que je peux prendre sur ton droit et commencer par la gauche? L'enfant répond non. Au prophète d'Allah, je donnerai ce droit-là à personne. Le prophète alayhi salam n'a absolument pas dit à l'enfant mais qu'est-ce qu'il y a déjà, la hikmah du prophète alayhi salam, il lui a posé la question. Combien d'entre nous auraient eu la hikmah de demander à l'enfant est-ce que je peux te prendre sur cette chose qui est à toi? C'est vrai, c'est ton droit. Est-ce que je peux me permettre de te la prendre pour la donner à quelqu'un d'autre? Interrogeons-nous. Non seulement le prophète alayhi salam lui pose la question, mais en plus, il se conforme à l'injonction de l'enfant. C'est ça, préserver sa pure nature. C'est, dans cet exemple, le prophète alayhi salam a donné son dû à l'enfant, il lui a donné toute son importance, et il a également démontré à ceux qui étaient là qu'on n'a pas le droit de commettre des injustices sous prétexte que la personne à qui on les fait subir est un enfant. Parce qu'un enfant est une MNA, il n'appartient pas à ses parents. Il est un prêt qu'Allah a fait aux parents qui l'accueillent, et donc quand il arrive dans une école, il est une double MNA. Il est toujours la MNA d'Allah à ses parents, et il est aussi la MNA que les parents confient à l'école. Donc ça veut dire que ceux qui prennent la responsabilité d'accueillir des enfants, la charge elle est lourde. Alors je ne dis pas ça pour vous faire peur, hein. Je dis juste ça pour qu'on soit conscient de l'engagement qu'on prend quand on s'engage dans une école. C'est pas... on n'ouvre pas un snap quand on ouvre une école. Je dis ça à dessein, c'est peut-être un peu provocateur, mais ce que je veux dire, c'est que si vous faites mal des sandwichs, au pire, vous n'aurez pas de clients et c'est pas trop grave. Mais par contre, si vous faites du tort à des enfants, ça l'est vraiment, vraiment, vraiment beaucoup plus. Donc, il faut vraiment se poser la question et se questionner et bien réfléchir à la pédagogie d'une école quand on décide d'en ouvrir une. Donc, on préserve cette fitra en donnant à l'enfant son dû, ses droits. Ça, c'est la première des choses. La seconde des choses, c'est qu'un enfant apprend beaucoup plus par ce que vous faites et par ce que vous êtes que par ce que vous lui dites. C'est pas un hasard si Allah subhanahu wa ta'ala, dans sa grande sagesse, nous a donné non seulement un livre, mais il nous a donné un modèle pour qu'on puisse comprendre comment on applique ce livre. Eh bien, de la même façon, les enfants ont besoin de modèles et ils ont besoin que ceux qui leur enseignent soient des modèles. C'est quoi être un modèle? Être un modèle, c'est que quand on ne veut pas, par exemple, que des enfants arrivent en retard, on n'est pas soi-même en retard, parce que ça n'a pas de sens. Quand on dit aux enfants, il ne faut surtout pas mentir, il ne faut pas que les enfants nous voient en train de mentir. Et ce qui est valable dans le contexte de l'école est valable dans le contexte de la famille, bien évidemment. Cette façon d'être, cette façon de pratiquer porte un nom en psychologie, c'est ce qu'on appelle les absorptions phénoménales, c'est-à-dire qu'un enfant petit vit comme une véritable éponge et absorbe en fait ce qu'il va trouver dans son milieu. Et avec ces absorptions, il va se construire en fait une façon d'être au monde. Et l'enseignant peut dire l'injustice c'est pas bien, mentir c'est pas bien, si lui-même être en colère c'est pas bien, si lui-même dans son comportement fait toutes ces choses-là, il n'aura aucune crédibilité et on aura appris à l'enfant que faire le contraire de ce qu'on dit, c'est normal. Et si on fait ça, on lui aura donné une des caractéristiques de l'hypocrisie, puisque dans un hadith, le prophète nous donne les marques de l'hypocrisie, et une de ces marques, c'est de faire le contraire de ce qu'on dit, en fait. Et est réputé hypocrite quelqu'un qui fait cela jusqu'à ce qu'il s'en soit débarrassé. C'est lourd ce que ça veut dire. Alors j'entends bien qu'on ne peut pas être parfait, j'entends bien qu'on peut pas être absolument tout le temps modélisant, mais en tout cas il y a des bases sur lesquelles on ne doit pas tergiverser. Quand je dis quelque chose, je le fais. Je ne mens pas et je ne suis pas injuste. C'est-à-dire c'est des choses sur lesquelles
on peut pas faire autrement, on ne peut pas tourner autour du pot, essayer de trouver une autre façon de faire les choses, c'est juste pas possible. Une fois qu'on a ça en tête, et une fois que cette chose-là elle est acquise et qu'elle est claire, on comprend qu'on a tout intérêt dans une école à extrêmement bien choisir ses enseignants et à les choisir non pas tellement en fonction de leur performance intellectuelle, de leur diplôme, mais en fonction de leur capacité à s'intégrer dans un projet tel que celui-ci et à leur exemplarité et à leur comportement. Il vaut mieux, en tout cas ma position, et au sein d'El-Farabi, c'est ce choix qu'on a fait et qui pour l'instant porte ses fruits, alhamdulillah. Il vaut mieux quelqu'un dont le comportement est sain, on va dire, avec un diplôme moins élevé, que quelqu'un bardé de diplômes dont le comportement n'est pas forcément sain. Parce que ce que vous allez transmettre aux enfants, c'est tout ce non-dit en fait, tout ce qui est sous-entendu, tout ce qui est implicite, et pas tellement ce qui est sur l'explicite. Je veux dire, on peut remédier très facilement à une carence dans la didactique d'une discipline. Je ne suis pas très fort en maths, je peux aller faire une formation pour travailler cet aspect-là, travailler. Par contre, si j'ai aucune pédagogie, si je me permets le mensonge, si je me permets l'injustice, je ne connais pas de formation qui permette de se réformer. Ça, c'est un travail du cœur, et ça veut dire que ça sous-entend que l'individu va faire ce travail-là. Je n'ai pas de prise, en tant que responsable de l'école, je n'ai pas de possibilité de l'accompagner, si ce n'est en lui faisant le rappel, je n'ai pas de garantie. Vous comprenez ce que je veux dire ? La nécessité d'avoir des personnes qui croient fondamentalement au projet, c'est-à-dire qui sont convaincus que l'objectif prioritaire, c'est de préserver la prime nature des enfants et que prioritairement, ça va passer par le fait de s'interdire tout ce qui peut l'altérer. Si on a ça, si on a cette chose-là, on peut, à ce moment-là, avancer et commencer à préparer des projets pédagogiques de type qu'est-ce qu'on va enseigner en CP, qu'est-ce qu'on va enseigner en CE1, qu'est-ce qu'on va enseigner en CE2. Avant ça, c'est une gageure, c'est une illusion de penser qu'en posant des contenus et des savoirs savants, on va pouvoir faire avancer l'école, pouvoir la faire avancer conformément à l'éthique et à la spiritualité musulmane. C'est ça la bonne question à se poser. Qu'est-ce que je veux dans mon école ? Est-ce que je veux une école forteresse qui va me protéger des autres ? Est-ce que je veux une école qui, à terme, soit capable d'accueillir les autres ? Ou est-ce que je veux une école juste pour montrer que nous aussi, les musulmans, on est capable de faire des choses ? Parce que l'ennemi, elle n'est pas la même, selon tout ce que je viens de vous dire là. Moi, à titre personnel, j'ai pas besoin d'école forteresse. Allah, il me suffit comme protecteur. J'ai pas besoin de montrer aux autres que je sais faire des choses. Parce que je n'ai pas ni de revanche à prendre, ni de choses à prouver, j'ai rien à prouver. Donc la seule chose qui me motive pour ouvrir des écoles avec une éthique musulmane, c'est d'offrir quelque chose aux autres. C'est ça qui m'intéresse. D'offrir quelque chose déjà à nos enfants, mais à terme de pouvoir l'offrir à l'ensemble des enfants qui vivent dans cette société. Pour faire vivre cette parole, l'islam comme miséricorde pour l'univers. C'est ça, à mon sens, l'objectif prioritaire d'une école. Donc, par rapport à cela, on va se poser la question de comment je fais. Voilà, c'est bien joli, on a dit, oui, voilà, il faut préserver la prime nature, oui, voilà, il faut avoir un comportement exemplaire, il faut faire attention, etc., etc. Quels moyens d'action j'ai à ma disposition en tant que pédagogue pour obtenir ce résultat-là, en tout cas pour tenter de l'obtenir. Je vous rappelle aussi qu'en matière éducative, comme dans toutes nos vies respectives, le résultat n'appartient qu'à Allah Azza wa Jalla. Moi, je suis responsable des moyens que j'utilise. Je vous dis ça pourquoi ? Parce qu'en général, quand je pose la question à des parents ou à des porteurs de projets par rapport à des écoles, qu'est-ce qu'ils veulent ? Ils veulent que les enfants ils soient polis, ils soient brillants, ils soient respectueux, qu'ils apprennent le Coran en entier, qu'ils le récitent parfaitement bien, etc., etc. Peut-être ça va vous choquer ce que je vais vous dire, ça ne m'intéresse absolument pas. Ce qui m'intéresse, c'est comment vous avez obtenu tout ça. Parce que si vous avez obtenu tout ça en frappant l'enfant,
en faisant du chantage affectif, en utilisant des moyens de coercition, de force, de brutalité, ça ne m'intéresse absolument pas. La seule chose que vous lui avez appris, in fine, c'est que la raison du plus fort, c'est toujours la meilleure, et que lui aussi, quand il sera grand, il pourra faire ça à des plus faibles que lui. Et ça ne m'intéresse pas. Fussent-ils les enfants les plus brillants, les plus polis et les meilleurs dans la récitation du Coran. Ce que je voudrais, c'est que les enfants, par des moyens qui respectent leur prime nature, soient tous là, mais surtout qu'ils soient des Corans vivants, à l'exemple du prophète alayhi salam. C'est-à-dire que chaque verset fasse sens à l'intérieur de leur cœur et qu'ils puissent l'appliquer tous les jours dans leur vie. Pas seulement quand ils viennent à la mosquée, pas seulement quand ils sont avec des musulmans, mais tout le temps et partout. C'est ça, la clé d'une éducation et d'un projet éducatif réussi. Elle n'est pas ailleurs. La première des choses, quand je monte une école, c'est un peu comme en éducation. Quand j'éduque mes enfants, mon premier réflexe, il va vers ce que je connais, c'est-à-dire vers l'éducation que m'ont transmise mon père et ma mère. Aussi bonne fut-elle, l'éducation de mon père et de ma mère était le fruit d'un contexte et d'une époque particulière qui n'est pas le mien. Donc, aussi bonne soit-elle, je dois quand même la questionner, peut-être pour retourner jusque vers elle, mais en tout cas, je dois la questionner. Parce que je vous rappelle que si vous répétez les erreurs éventuelles que vos parents ont pu commettre avec vous, l'Yawm al-Qiyamah sera pas une excuse. Vous ne pourrez pas dire « j'ai trouvé mon père et ma mère sur le chemin de l'erreur, bah, je suis partie avec eux, je les ai suivis ». Non, non, vous avez un devoir de réflexion et un devoir d'apporter votre fruit à l'effort collectif de l'humanité. En matière éducative pour les écoles, c'est la même chose. C'est-à-dire que ce qu'on va refaire, c'est ce qu'on connaît. Donc soit on vient d'un pays francophone et on va reproduire ce que fait l'éducation nationale. Ou je viens d'un pays arabophone et je vais reproduire ce que j'ai vécu dans mon pays d'origine, parce que pour moi, une école, c'est ça. C'est comme ça que ça doit être. Voilà, c'est ça. Ou je suis jamais allée à l'école et j'ai regardé beaucoup La Petite Maison dans la Prairie, et mon idéal, c'est La Petite Maison dans la Prairie, parce que c'est trop bien. Ok, c'est possible. Mais c'est ce qu'on va faire en premier. Je veux dire, voilà, il faut être conscient qu'on va reproduire naturellement ce qu'on a reçu. Vous ne pouvez pas donner autre chose. Vous ne pouvez pas donner ce que vous n'avez pas eu tant que vous n'avez pas réfléchi sur cela. Or, ni le modèle de La Petite Maison dans la Prairie ne me convient, ni celui de l'éducation nationale, et ni celle des pays arabophones. Donc, comment on va faire ? Il va falloir se poser la question, quels outils, qu'est-ce qu'on va prendre, c'est compliqué. Déjà, la première des bases, on a dit qu'on veut préserver la prime nature des enfants. La prime nature, elle vise à ce que ces enfants ils puissent vivre ensemble pour former un jour, Inch'Allah, une Oumma solide, fraternelle, qui vit et s'entraide. C'est ça, non, notre objectif. Comment voulez-vous créer une Oumma fraternelle en installant dans vos écoles, dans vos foyers, où vous voulez, l'ultra-compétition qui est la nôtre et qui est celle du système de l'éducation nationale ? Il faut m'expliquer. Il faut m'expliquer comment vous pouvez demander à votre fils ou à votre fille d'être premier de la classe, et ensuite d'aller lui dire « oui, mais quand même, il faut que tu ailles le dernier ». Il ne le fera jamais. Et il aura raison. Vous lui demandez d'être premier. Alors encore, le dernier, peut-être il l'aidera parce qu'il y a beaucoup de rangs avant qu'il le dépasse, mais il n'aidera jamais le deuxième. Parce que s'il aide le deuxième, avec un peu de chance, il va lui prendre sa place de premier. Et vous ne serez pas content. Mais pourtant, vous lui direz, si c'est bien, il faut aider les gens quand même. Comment je fais ? Comment je fais dans l'ultra-compétition pour aller aider mon frère ? La seule solution, c'est de sortir de l'ultra-compétition pour aller vers la coopération. C'est-à-dire fonder des écoles dans lesquelles les enfants travaillent ensemble, pas les uns contre les autres, les uns avec les autres. Et ça change tout. Ça change le rapport que l'enfant a à l'école, ça change les rapports entre les enfants et les rapports entre les enseignants et les enfants. On n'est pas là pour que tu arrives à devenir le premier en maths, le plus fort en géométrie, le plus fort en je ne sais quoi. On est là pour que tu arrives à développer tes compétences, tes capacités qui sont les tiennes, celles qu'Allah Azza wa Jalla t'a données et qu'il n'a pas données au voisin, mais que toi tu vas pouvoir lui transmettre. Et en échange, ton voisin, il va pouvoir te transmettre ce que lui, il a reçu. Il n'y a que de cette façon-là qu'on va pouvoir avancer. Tant qu'on est dans l'ultra-compétition, on singe le modèle capitaliste, qui n'est pas, de mon point de vue, un modèle islamique, et tant qu'on le singe, on ne peut rien produire. Tant que vous êtes en train de copier quelque chose, vous ne produisez rien.
vous imitez de façon aveugle quelque chose qui existe, vous n'êtes pas dans la production. Pour produire quelque chose, il faut le penser, il faut le faire vivre, et il faut parfois aller à rebours de l'idéologie dominante. L'idéologie dominante, c'est oui, mais il faut apprendre la compétition aux enfants depuis petit, parce que quand même, on vit dans une société où il y a de la compétition, etc., etc. À quoi ça me sert d'avoir un enfant qui est adapté à une société qui est profondément malade? À quoi ça me sert? Expliquez-moi à quoi ça me sert. À rien. Pourquoi je voudrais que mon enfant il soit adapté à cette société, alors que cette société, elle est malade? Elle est en crise et elle est malade. Elle est en crise économique, c'est un détail. Elle est en crise culturelle, elle est en crise morale, elle est en crise spirituelle. Moi, je ne veux pas qu'il soit adapté. Je veux qu'il la réforme, cette société. C'est ça que je veux. Je ne veux pas qu'il s'adapte, je ne veux pas que ce soit un mouton, je ne veux pas qu'il rentre dans un moule conformiste. Je veux qu'avec ses principes qui sont les siens et son éthique islamique, il porte la lumière au sein même de cette communauté malade et qu'il lui dise « Tu ne vas pas bien, je vais t'aider ». C'est complètement différent de « il faut que tu deviennes ingénieur parce que c'est bien ». J'ai rien contre les ingénieurs, je précise, mais ce n'est pas une fin en soi. Ne confondons pas la fin avec les moyens. La réussite, elle n'est pas toujours dans ce qu'on croit. Et surtout, elle n'est vraiment pas un moyen, elle est une fin. Donc pour avoir une école coopérative et pas une école de la compétition, il faut que j'enlève quelque chose de central qui s'appelle les notes. Tant que j'ai des notes, les notes, les points verts, les points bleus, les points rouges, les assez bien, les moyens, c'est pas trop mal, mais quand même, tout ce qui classe, tout ce qui permet de trier les enfants, il faut que je le sorte de mon école. Tant que je le garde à l'intérieur de mon école, c'est comme si je me suis rempli un joli cajot de pommes et j'ai mis plein de vers de terre dedans. Les pommes, au bout d'un moment, elles vont finir par être mangées à l'intérieur et par être pourries. Vous ne pouvez pas avoir de coopération s'il y a un classement. S'il y a quelque chose qui permet, à un moment donné, de dire, qu'un parent puisse dire « mon enfant, il est meilleur que l'autre », ou que les enfants puissent le dire entre eux, ça ne va pas du tout. Ça ne peut pas fonctionner. Et ça ne peut pas fonctionner, il n'y a pas que moi qui le dis. L'OCDE, qu'on ne peut pas suspecter d'avoir des sympathies particulières avec les idées de promotion d'égalité, etc., puisque l'OCDE, c'est un organisme qui vise à mesurer la compétitivité, justement, des pays industrialisés. L'OCDE, elle dit quoi? Elle dit que le modèle français est malade, comme quoi, il n'y a pas que moi qui le dis, et que le système éducatif français actuellement se retrouve en 35e position, d'un classement qui compte 50 places, et elle se retrouve derrière des pays comme la Roumanie, en termes de performance du système éducatif. Les références sont en ligne, Google est votre ami, vous tapez OCDE, enquête PISA, et vous trouverez tous les chiffres que je viens de vous énoncer. Et elle nous dit que le pays le mieux, celui qui réussit le mieux, qui permet aux enfants d'être épanouis, c'est un petit pays du Nord, qui s'appelle la Finlande, et dans lequel il n'y a absolument aucune note et aucun classement, et ce jusqu'à la fin de l'âge de la scolarité obligatoire en France, c'est-à-dire 16 ans. Qu'après, à l'université, avant l'université, on leur remplit une petite... sans note, on leur remplit simplement un profil de compétences, et c'est ce pays-là qui réussit le mieux au regard des critères de l'OCDE. L'OCDE nous dit quoi? Nous dit la France, son système éducatif est un système éducatif qui reproduit les inégalités sociales, qui reproduit les élites et qui favorise l'échec scolaire. Et nous, aujourd'hui, quand on ouvre des écoles, on se dit, bah tiens, je vais faire de l'éducation nationale, mais je vais mettre un peu d'arabe, un peu de Coran et un peu de hadith, comme ça fera une école musulmane. Je m'interroge quand même. Ça fera peut-être une école arabe, parce qu'on y apprendra l'arabe, elle sera peut-être bilingue cette école, mais ce ne sera jamais une école musulmane. Parce qu'il manquera le cœur de l'islam. Elle reproduit des inégalités sociales. C'est-à-dire que celui qui a déjà reçu moins socialement, il est encore plus handicapé en allant à l'école. C'est ça le message de l'islam? Je crois pas. Ça veut dire qu'il faut qu'on pense autrement, il faut qu'on pense des outils. Alhamdoulilah, il y a des gens qui les ont pensés avant nous, et les compagnons les ont pensés avant nous, le prophète alayhi salam l'a pensé avant nous, et nous, on oublie nos sources pour se précipiter
précipiter vers monsieur ou madame éducation nationale parce qu'eux, ils savent faire. Oui, ils savent faire ce qui est leur projet. Ils le font très bien. Mais est-ce que c'est les nôtres? Est-ce que ce sont nos projets? Ce ne sont pas nos projets. À nous de créer, de réinventer des formes d'écoles. D'écoles particulières dans lesquelles les compétences vont primer sur la performance. Et c'est central. Une compétence et une performance, c'est pas la même chose. Une performance, c'est je sais très bien recracher ma règle sur le carré de l'hypoténuse, mais je ne sais absolument pas m'en servir. Elle ne me sert à rien. Je n'ai pas acquis la compétence qui va avec cette notion. La compétence prime sur la performance et c'est central, c'est essentiel. Malheureusement, on marche un peu sur la tête dans nos sociétés et on fait basculer la performance comme étant ce qu'il y a de plus important par rapport à la compétence. Or, c'est la compétence qui est centrale, c'est la compétence qui est première. C'est donc elle qu'on doit favoriser. Pour arriver à tout cela, donc il y a des outils qui nous sont donnés par nos sources et qui ont été pensés et théorisés par des pédagogues modernes actuels, enfin plus ou moins actuels, comme Montessori, comme Moury, comme Freinet, comme Cornac, comme beaucoup d'autres qui ont senti que le système dans lequel on enfermait les enfants n'était pas propice à leurs apprentissages. Et à un moment, ils se sont dit, donnez-nous des enfants. Je vous rappelle par exemple que Maria Montessori était médecin. Elle n'était pas du tout, c'était la première femme médecin d'Italie. Elle n'était pas du tout spécialisée des enfants. Et que quand elle a réfléchi à tout ça, elle a voulu essayer sur des enfants. Il y a un moment pour théoriser, mais il faut pratiquer. Et on lui a donné un groupe d'enfants qu'on considérait comme débiles. On lui a dit, oui, prends ceux-là, parce que de toute façon, ils sont irrécupérables, ils sont perdus, ils sont fichus, prends-les. Puis on verra bien. Il se trouve que sur ces enfants qu'on considérait comme débiles, avec les méthodes qu'elle a employées, tous ont appris à lire et à écrire. Tous ont appris à parler d'une façon structurée, à réfléchir. Qui était débile? Les enfants ou ceux à qui leur enseignaient? Donc quand nous, on ose dire dans nos écoles, celui-là il est irrécupérable, celui-là je peux rien en faire, et celui-là je pense qu'il est débile, même si on ne dit pas aussi crûment que ce que je peux dire, c'est nous qui avons un problème. Le cheminement, c'est qu'est-ce qu'on n'a pas trouvé pour faire réussir cet enfant? Qu'est-ce qu'on n'a pas trouvé? Qu'est-ce que j'ai pas trouvé en tant qu'enseignant? Qu'est-ce que nous n'avons pas trouvé en tant qu'école pour faire réussir cet enfant? Pour qu'il trouve le don, la capacité qu'Ambar Ezawajal a forcément mis à l'intérieur de lui. Qu'est-ce qu'on n'a pas fait? Et à ce moment-là, quand on se pose cette question-là, on a une chance, je ne dis pas qu'on va forcément y arriver, mais on a une chance de trouver une solution. Tant qu'on se dit que le problème il vient de l'autre, en l'occurrence de l'enfant, on n'a aucune chance. Et quand ce n'est pas la faute de l'enfant, c'est la faute de ses parents. Parce qu'ils ne lui font pas faire ses devoirs. Je vous rappelle que la loi française interdit de donner des devoirs, notamment, jusqu'à la fin de la primaire en tout cas, et je trouve personnellement que c'est une excellente loi. À Farabi, nous n'avons pas de devoirs. Parce que nous estimons que les enfants passent déjà 6 heures avec nous à l'école, et que quand ils rentrent chez eux, il est temps qu'ils passent du temps avec leurs parents, pour faire de la poterie, du jardinage, aller découvrir le monde, discuter avec papa, discuter avec maman, mais faire autre chose que ce qu'ils ont fait à l'école. Par ailleurs, donner des devoirs dans une école, là encore c'est reproduire les inégalités. Quid du parent qui n'a pas le temps? Quid de la veuve, de la femme divorcée, qui est toute seule pour s'occuper de ses enfants? Quid de celui qui ne sait pas lire et qui ne pourra pas aider son enfant?